sur Terre à tout le monde. Le numérique, c'est plus de 10% de la consommation mondiale d'électricité bientôt, qui augmente de 10% par an en plus. Et en 2035, les centres de stockage et des données pourraient devenir plus énergivores que l'humanité. Tous vos chiffres sont délirants. Citez-nous quelques exemples, par exemple, pour nous frapper l'esprit. Un autre chiffre qui est important, c'est on pense souvent que les centres de stockage de données ne nécessitent que de l'électricité. Oui. En fait, c'est pas vrai, ça nécessite aussi beaucoup d'eau, Alors, notamment l'équivalent en eau de 158 000 piscines olympiques, juste pour refroidir et climatiser les centres de stockage de données en Californie. Ramener individuellement, c'est 2900 litres d'eau par personne juste pour notre consommation Internet. C'est autant d'eau qu'il faut de façon alimentaire pour s'abreuver pendant 2 ans et demi. Donc ce sont des chiffres assez affolants quand on sait aujourd'hui que 2,1 milliards d'habitants dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. Alors, ce qui est affolant, c'est les chiffres que vous donnez. Alors, vous détaillez un peu, c'est ça qui est aussi... les différents types de pollution, entre guillemets. Alors, il y a la pollution, d'abord, qui est liée à la fabrication de tout l'univers numérique. Et ça, vous dites, c'est les 3/4 à peu près de la pollution numérique environnementale. Tout à fait. Et donc, alors, je sais pas, c'est quoi? C'est les smartphones, c'est les ordinateurs? Absolument, ce sont tous les appareils électroniques qui aujourd'hui nécessitent des terres rares, des métaux rares, qui font le tour du monde plusieurs fois avant d'arriver dans la poche de l'utilisateur final. Donc ça, c'est la pollution numérique environnementale, mais ce sont aussi les usages au quotidien et puis la mauvaise gestion du recyclage de ces appareils. Alors, je vais y venir, mais quand même, 60 smartphones sont vendus chaque seconde dans le monde. C'est 5 fois plus qu'en 2010. Et chacun émettra de sa fabrication à son recyclage 80 kg de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est assez conséquent. On ne se rend pas compte parce que la pollution numérique, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui ne se sent pas, qu'on ne ressent pas. Et le cerveau humain n'est pas câblé pour ressentir des dangers que nos sens ne peuvent pas percevoir. Donc c'est pas comme une immense fumée qui sortirait d'une usine et on se dirait mais c'est un énorme problème. En fait on ne le voit pas, on pense que tout va très bien, on pense que le cloud c'est un nuage, mais l'informatique, le numérique n'a rien de la volupté, de la beauté, de la légèreté d'un nuage. En fait c'est quelque chose de très tangible. Et alors les terres rares, vous l'avez dit, il y a tous ces métaux qui en plus défigurent des pays entiers. Complètement, comme la République démocratique du Congo, le Ghana, qui est devenu une décharge à ciel ouvert de D3E, de déchets d'équipements électriques et électroniques, mais également la Bolivie, où je me suis rendue, d'Alahaï, en Mongolie intérieure. C'est assez tragique. C'est assez tragique ce qui s'y passe. Il faut le voir pour le croire en vrai. Alors, le dernier quart de la pollution environnementale du numérique, c'est nos usages. C'est le deuxième. Et ensuite, le troisième, c'est le recyclage. Alors, c'est ça. Dernier cas, oui, exactement. L'usage. Et là, l'usage, c'est quoi? C'est alors les requêtes internes. Alors, par exemple, dites aux gens ce que une anodine requête sur Google génère comme émission de CO2. À vrai dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque requête que nous avons, donc une recherche Google, un envoi de mail, un like sur un post, une publication sur LinkedIn. Un selfie, tout à fait. C'est 15 000 km en général de parcouru par l'information dans la fibre et poussée par l'électricité. Donc en fait, ce sont des câbles, des fibres ensouillées sous le sol de l'océan qui donc vont se rendre dans les centres de stockage de données, dans les serveurs où les informations sont logées, et elles reviennent vers nos terminaux, donc nos appareils électroniques. Et tout ça demande énormément d'électricité. Un selfie dont on parlait, c'est l'équivalent de 2 à 3 ampoules allumées pendant 1 heure. Imaginons toutes les photos qui sont postées quotidiennement. Mais c'est pas là où on va impacter le plus l'environnement, bien que ça a un coût énergétique certain, et en eau également, on l'a vu tout à l'heure. C'est surtout les appareils électroniques. Je préfère quelqu'un qui poste des selfies de temps en temps plutôt que quelqu'un qui change d'appareil électronique tous les ans, ce qui est aujourd'hui le cas. Mais ça parce qu'on retourne sur la pollution liée à la fabrication en fait. Et qui est la plus importante. Ouais. Mais tout est à voir. Nos usages, on doit moins consommer, mieux consommer. On est ce que j'appelle des nouveaux riches numériques. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a aucune conscience de la valeur de l'énergie, comme on apprend parfois, souvent, la valeur de l'argent. En fait, si on se rendait compte à quel point les ressources sont finies, à quel point ce dont on use au quotidien parfois n'a pas d'utilité réelle, en fait, on ferait plus attention. L'idée, c'est de consommer moins et mieux. Alors, un mot quand même sur le recyclage, parce que vous dites on ne sait pas non plus recycler. La partie de ce qui est recyclé aujourd'hui est très faible. Elle est très faible. Aujourd'hui, on est en dessous des 20%. On ne sait pas. Aujourd'hui, les solutions, plutôt que d'alerter, c'est de faire la part belle à l'économie circulaire numérique. Aujourd'hui, on estime qu'il y a jusqu'à 100 millions d'appareils électroniques qui dorment dans les placards des Français. Aujourd'hui, on peut récupérer... Rien qu'en France. Hein. Rien qu'en France. 2 par Français, quasiment. Complètement. On pourrait récupérer ces appareils, récupérer les terres rares et les métaux précieux qu'il y a à l'intérieur, notamment de l'argent, du cuivre, de l'or. Et au Japon, pour les JO 2021 qui vont avoir lieu cette année,
Par exemple, on a récupéré dans les smartphones de tous les Japonais l'or et l'argent et on a fabriqué les médailles les futures médailles des champions olympiques à partir de ces métaux-là. Là, on a quelque chose d'intelligent. Donc aujourd'hui, c'est comment on peut se rendre compte qu'on est riche de nos poubelles et qu'en fait, plutôt que de continuer cette croissance par le flux, donc créer toujours plus de matières premières, récupérer et faire de la croissance par le stock, ce qu'on a déjà. Et ça, ce sera, je pense, un grand moyen de pallier à cet enjeu du recyclage. Alors, au-delà de la pollution environnementale, donc on a vu, c'est production, usage, recyclage. Il y a d'autres types de pollution. Il y a la pollution intellectuelle. Tout à fait. Parce qu'en fait, vous dites, tout est fait pour générer de l'addiction aux écrans. Totalement, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse laisser le plus longtemps possible un utilisateur devant son écran. C'est comme ça que finalement les big tech gagnent de l'argent. Les algorithmes sont organisés pour ça, etc. Et c'est ce que j'explique absolument dans ce livre. Mais pas que. On a du coup les conséquences, elles sont sanitaires sur le plan de la santé, elles sont psychiques, elles sont psychologiques. Et on le voit, on est en train de reprogrammer complètement la manière dont on a de penser et de fait la manière dont on a de penser le projet de société. Parce que la pollution d'après, c'est la pollution numérique sociétale. Et c'est ce que j'explique, pour le dire très simplement, pourquoi il est important de comprendre ces trois pollutions numériques ensemble, c'est que si nos capacités cognitives sont impactées, de fait, notre rapport à l'intelligence et l'intelligence collective est mis à mal. Si l'intelligence collective est mise à mal, alors le projet de société s'effrite inéluctablement. Et s'il n'y a plus de projet de société, pour quelle raison étrange est-ce qu'on voudrait préserver l'environnement? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on cherche à résoudre le problème environnemental pur dans son silo, c'est très réducteur et finalement on va pas loin. Par contre, si on arrive à comprendre comment, en fait, l'enjeu des enjeux, il est cognitif, il se passe dans le cerveau des gens, parce que c'est savoir comment ils veulent utiliser ce temps de cerveau pour faire des choses bien, notamment construire un vivre ensemble plus solide, alors là, protéger la planète est essentiel. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour que la solution, ce soit pas juste revenir au téléphone filaire, quoi, vous voyez? La solution, c'est déjà de tracer, de mesurer l'ampleur de l'existence numérique sur Terre. Combien on a d'appareils, de terminaux, ça on le sait déjà, mais comment est-ce qu'on les recycle et comment on trace le cycle de vie de ces appareils électroniques. Ensuite, c'est d'apprendre, d'éduquer. Aujourd'hui, on a besoin de montrer cette cuisine arrière que j'essaye de raconter aux Françaises, aux Français, aux gens du monde entier, à tous les utilisateurs d'Internet. Enfin, c'est d'avoir des meilleures politiques publiques. C'est ce sur quoi on travaille avec Digital for the Planet. Aider les entreprises à opérer un shift, parce qu'aujourd'hui elles restent des énormes foyers de pollution numérique, notamment liés à leurs achats d'appareils électroniques, liés à leurs besoins et leurs volumes. Donc ça va être l'alliance d'un travail avec les citoyens sur l'éducation, les entreprises sur une meilleure gestion de leurs appareils électroniques et leurs usages en interne, et puis des politiques publiques. Et c'est ce que j'explique aussi, c'est que c'est ce qu'il y a de très beau et à la fois très complexe dans ce sujet, c'est qu'on ne peut y arriver que tous ensemble. Et c'est pas pour faire bien que je dis ça, c'est parce qu'en fait ça fait 4 ans que j'essaye, et en fait en silo ça marche pas. En silo ça marche pas. Alors il y a un levier